Le corps du cheval est divisé en plusieurs régions. Sur le plan médian, on trouve les régions axiales et l'ensemble de ces régions sont supportées par les 4 membres, dont 2 antérieurs et 2 postérieurs. Les régions axiales elles-mêmes sont composées de la tête, de l'encolure, du dos et de la croupe. Ces régions donc, sont supportées, en particulier le tronc qui constitue un véritable pont, sont supportées donc, par 4 membres. On va commencer l'étude de l'anatomie régionale de ces régions par celle des membres, qui est plus intéressante sur le plan locomoteur, et on enseignera ensuite ce que l'on peut dire des régions axiales. 2 paires de membres donc, qui constituent les bipèdes antérieurs et postérieurs, et au niveau de chaque paire, on trouve un certain nombre de régions qu'il faut connaître parce que ça permet de décrire les qualités, les défauts, les tares et d'énoncer les règles d'aplomb. Sur les membres antérieurs, un certain nombre de régions vont donc se succéder depuis l'extrémité la plus haute jusqu'à l'extrémité la plus basse. Ces régions sont les suivantes. Au niveau de la racine du membre, la première région est la région de l'épaule. Cette région est centrée sur un os qui est plat, c'est la scapula, dont on voit ici un relief osseux, c'est l'épine scapulaire, c'est de l'os directement sous la peau, ici. Cette région de l'épaule aboutit ici à la région de la pointe de l'épaule, qu'on voit très bien quand le cheval mobilise son membre, et dont on voit ici des reliefs. Ce sont les extrémités supérieures, ici, c'est l'extrémité supérieure de l'humérus. Et ces reliefs sont couverts par des formations tendineuses qui s'y terminent. Région de la pointe de l'épaule, donc, qui est une région triangulaire ici. Ensuite, on va trouver la région du bras, qui est une région assez étendue, qui est très musclée, surtout en arrière, puisqu'elle est composée du triceps brachial, dont triceps qui, quand il est en état de relâchement, a une palpation un petit peu aqueuse, comme ceci, qui est très dépressible. Inversement, lorsqu'il est contracté, comme on peut le faire ici lorsqu'on tire sur le membre, ce muscle devient beaucoup plus dur et il n'oscille plus à la palpation. La région de l'avant-bras est la première qui soit libérée de la solidarisation avec les régions du tronc. Cette région est relativement étendue, longue. Elle est centrée pratiquement que sur un seul os, le radius, puisque le cubitus n'existe pratiquement pas chez le cheval. Cependant, ce cubitus ou ulna se prolonge par l'olecrane qui constitue lui-même la pointe du coude. Autour du radius sont disposés des groupes musculaires importants. Les premiers sont situés à la face antérieure de la région, ce sont les muscles extenseurs. Les seconds sont situés à la face postérieure de la région, ce sont les muscles fléchisseurs. Ces groupes musculaires s'individualisent beaucoup mieux lorsqu'on prend le membre et lorsqu'on met le carpe en flexion, parce qu'on réalise une tension des tendons extenseurs. Et vous voyez très bien apparaître ici l'extenseur des phalanges, ici l'extenseur du carpe. En arrière, on distingue très nettement les muscles fléchisseurs. Cette région de l'avant-bras se met en continuité avec la région du genou, dont la base anatomique est l'articulation du carpe. Cette articulation est composée de plusieurs os, dont l'un est particulièrement visible. Il s'agit de l'os pisiforme qui est situé en arrière et qui réalise cette saillie osseuse très nette lorsque le genou est en extension. Cette saillie osseuse, c'est la saillie du pisiforme. Ce pisiforme, c'est un bras de levier très important pour les muscles antébrachiaux caudaux qui exercent leur traction sur ce bras de levier pour réaliser la flexion du canon, comme le démontre ici le cheval. Cette région du genou, elle est composée en avant d'une face antérieure qui est relativement plane, et en arrière, elle est déprimée ici au niveau du pli du genou. Plus distalement, c'est-à-dire vers le sol, les régions qui sont en direction du sol, eh bien, sont représentées par la région du canon, dorsalement, en avant, et la région du tendon
en arrière. La région du canon est essentiellement constituée d'un os important, solide, avec des corticales osseuses très épaisses. C'est l'os métacarpien 3. Celui-ci est longé dorsalement par des tendons qu'on voit très bien rouler ici sous le doigt. Il s'agit des tendons des corps musculaires qu'on a décrits antérieurement. Oui. Mais les tendons situés en arrière de la région du canon et qui constituent la véritable région du tendon sont beaucoup plus développés que les tendons extenseurs. Ce sont les tendons fléchisseurs et le ligament suspenseur du boulet. On va les présenter indépendamment. Le premier, que vous voyez ici directement appliqué à la face postérieure du canon, c'est justement le ligament suspenseur du boulet. Ce ligament qui forme ce relief, ici, eh bien, se termine sur les os grands sésamoïdes au niveau de la région du boulet. En arrière du ligament suspenseur du boulet courent deux tendons fléchisseurs qui sont volumineux. Le plus superficiel, le plus postérieur, ici, c'est le tendon perforé, que l'on reconnaît très bien à la palpation, car ses deux bords, latéral et médial, externe et interne, sont relativement tranchants. En avant du perforé, on trouve le tendon perforant, dont les bords sont plus mousses, car ils sont plus épais. On distingue très bien à la palpation ces deux tendons, là sur le membre à l'appui, mais bien entendu, ils sont encore beaucoup plus faciles à identifier lorsque le membre est levé, car grâce à la pression des doigts, de cette façon, on peut facilement les individualiser. Ici, je tiens le tendon perforé, plus en avant, je peux pincer, tenir le tendon perforant et suivre ce tendon jusqu'à la région du boulet, où il va être solidarisé au tendon perforé par deux choses, l'anneau du perforé d'une part, que je sens très bien ici, et la gaine digitale d'autre part, qui va brider ces deux tendons à la face postérieure du boulet. Bien entendu, cette région du tendon est très importante parce que vous connaissez la fréquence des lésions des tendons qui constituent les tendinites et qui sont des affections très graves sur le plan locomoteur. Ces deux régions, le canon en avant et le tendon en arrière, convergent sur la région du boulet. Cette région est centrée sur l'articulation métacarpo-phalangienne. C'est une articulation très importante qui est complétée en arrière par deux os grands sésamoïdes qui forment ce relief à la face externe et à la face interne du membre. De chaque côté de cette articulation, on peut sentir ici des vaisseaux, en particulier une artère, et lorsque la pression du doigt n'est pas trop forte, on sent le pouls artériel et on peut compter ce pouls à ce niveau. En arrière de la région, il y a toujours une petite formation cornée, ici sous le fanon, c'est l'ergot que l'on peut sentir ici. Cette région du boulet, c'est une articulation, cette articulation du boulet, elle permet des mouvements amples de flexion et d'extension. Les mouvements de flexion se font surtout lorsque le membre est au soutien, comme c'est le cas ici. Les mouvements d'extension se font lorsque le membre est à l'appui, en particulier lorsque les allures sont relativement vives. Sous l'articulation du boulet s'étend la région du pâturon. Cette région du pâturon, elle est déprimée en arrière par un creux que l'on appelle le pli du pâturon. En réalité, elle correspond essentiellement aux deux premières phalanges qui s'articulent au niveau de l'articulation interphalangienne proximale qui est pratiquement à ce niveau-là. En avant du pâturon se prolonge le tendon extenseur du doigt qui va se terminer en regard de la couronne, comme nous le verrons dans un instant. En arrière du pâturon se prolonge le tendon perforant qui glisse sur la face postérieure des phalanges et qui va aller se terminer dans le pied sur la troisième phalange qui est contenue dans le pied. Et sur la face latérale du pâturon, on voit courir ici une petite bride tendineuse, ici,
qui est la bride du ligament suspenseur du boulet. En effet, ce ligament suspenseur du boulet va se terminer par 2 branches, et chacune des branches va déléguer une petite bride qui rejoint le tendon extenseur dorsal ou extenseur antérieur du doigt à ce niveau-là. Et de la même façon, de chaque côté, on peut sentir des artères du fait de leur pulsation. Le pâturon se termine, est séparé du pied, le pâturon est séparé du pied par la région de la couronne. Cette région de la couronne, elle tient son nom au fait qu'elle fait le tour du membre et elle est caractérisée par un épaississement assez important ici sur toutes les faces du pied. Elle n'a rien de particulier si ce n'est qu'on peut y sentir, grâce à la palpation, des cartilages ici sur les 2 côtés, à la face interne et à la face externe. Ce sont les fibrocartilages complémentaires dont il faut vérifier la souplesse, car ils peuvent, dans des circonstances pathologiques, s'ossifier. Là, sous la région de la couronne, siège la région du pied. Cette région du pied, eh bien, elle est entourée par le sabot, qui est une véritable boîte cornée, qui renferme un certain nombre d'éléments, en particulier la 3e phalange et l'articulation interphalangienne distale, qui est contenue dans le pied lui-même. Et ces 2 articulations interphalangiennes donnent à l'ensemble de la région une certaine mobilité, en particulier lorsque le membre est au soutien. Vous voyez que ces 2 articulations permettent des mouvements importants de rotation, de latéroflexion d'un côté à l'autre, comme c'est le cas ici, et bien entendu de flexion et d'extension. Donc ces articulations ont un rôle capital sous l'angle locomoteur parce que ce sont elles qui vont permettre aux pieds d'appuyer malgré les irrégularités du sol. Extérieurement, le pied peut être décomposé en plusieurs régions. En avant se trouve la région de la pince, dont il faut examiner l'inclinaison parce que ça donne des indications sur les aplombs de la totalité de la région du doigt. Et c'est très important également sous l'angle locomoteur. Latéralement, on va trouver la région de la mamelle, puis la région du quartier et enfin la région du talon qui ne doit pas être trop inclinée parce que dans ce cas, on peut avoir des problèmes de blême au niveau du talon. Quand on lève le pied, on examine d'autres formations de la région du sabot. Alors, quand on soulève le pied du cheval, on voit que la paroi qui constitue la partie visible lorsque le pied est à l'appui se prolonge à l'intérieur, à la face inférieure du pied, par la région de la barre. Cette région de la barre naît au niveau du talon, qui est la partie la plus postérieure du pied. Ces barres qui sont externes et internes séparent 2 autres régions à la face inférieure du pied. La première, très étendue, est normalement concave, c'est la région de la sole. La deuxième est triangulaire, vous la voyez ici, c'est la région de la fourchette. Chacune présente plusieurs parties. La sole présente un corps qui est médian ici et 2 branches qui sont internes et externes. La fourchette, quant à elle, présente une pointe, un corps, 2 branches. Ces 2 branches sont séparées par une lacune médiane, ici, et les branches sont séparées de la barre par une lacune latérale qui se prolonge jusqu'à la pointe de la fourchette. Ces lacunes latérales et médianes sont plus ou moins profondes selon les chevaux et selon les circonstances pathologiques qui peuvent affecter le pied. Les régions du membre postérieur commencent en haut au niveau du bassin qui constitue la région de la croupe sur le plan de l'extérieur. Elles sont articulées à cette croupe au niveau d'une région essentielle qui est l'articulation de la hanche. En réalité, quand on parle de hanche, on comprend souvent l'angle de la hanche qui n'a rien à voir avec l'articulation de la hanche. L'angle de la hanche, qui est ici, correspond à un relief osseux très dur
qui est proéminent, d'où les risques de blessures chez les chevaux à ce niveau-là, et qui est un relief d'insertion pour des muscles puissants que sont les muscles fessiers en haut et les muscles fémoro-crâniaux en bas. L'articulation de la hanche, quant à elle, correspond véritablement à l'articulation coxo-fémorale. Ces deux os, c'est-à-dire le fémur et le coxal, viennent en effet répondre l'un à l'autre à cet endroit. Et c'est le siège d'une mobilité importante. Et vous voyez, quand je mets le membre en flexion, comme ceci, eh bien cette articulation coxo-fémorale va se fermer considérablement. Donc il y a une amplitude de flexion et d'extension qui est importante à cet endroit. C'est une région qui n'a pas un relief très important sur le plan de l'extérieur parce qu'elle est couverte par des masses musculaires qui sont très fortes. Et c'est ensuite que commencent véritablement les régions propres aux membres postérieurs. Et les premières sont constituées essentiellement de deux formations. Premièrement, la région de la cuisse, qui est centrée sur le fémur, à cet endroit, et en arrière, la région de la fesse. On va commencer par cette dernière. La région de la fesse est très étendue. Elle correspond à toute cette région-là. En haut, elle commence par la pointe de la fesse, qui constitue ce relief ici. Ensuite, il s'agit de la région de la fesse proprement dite. Et enfin, il s'agit du pli de la fesse qui se raccorde progressivement avec la partie postérieure de la jambe et en particulier la corde du jarret. Cette région de la fesse est donc très étendue. Elle est constituée essentiellement de muscles, très peu d'os, si ce n'est la tubérosité ischiatique qui constitue ce support à ce relief qu'est la pointe de la fesse à cet endroit. Muscles donc qui apparaissent très bien lorsque le membre est en flexion, comme c'est le cas ici, et lorsqu'on met un petit peu de tension sur les muscles postérieurs. On voit très bien apparaître ici le biceps fémoral avec ses diverses parties et un autre muscle très développé ici qui se termine sur la rotule, qui est le glutéofémoral. La région de la cuisse, quant à elle, est moins étendue que la région de la fesse, qui est plus étendue. Cette région de la cuisse, elle est centrée sur le fémur, comme je vous l'ai dit, et elle est composée essentiellement également de muscles qui constituent le quadriceps fémoral. En avant du muscle quadriceps, on trouve le muscle tenseur du fascia lata, qui est ce relief musculaire ici qui commence sur la pointe de la hanche. La cuisse se termine à l'articulation du grasset qui est centrée sur l'articulation fémoro-tibiale ou mieux fémoro-tibio-patellaire, la patella étant la rotule qui occupe, lorsque le membre est à l'appui, cette dépression. Cette région du grasset est très importante parce que c'est une région articulaire, c'est une articulation complexe qui met en affrontement plusieurs os et ces os sont solidarisés au moins par 10 ligaments très puissants et qui peuvent être sujets à des lésions. Ce qu'il faut retenir sur le plan de l'extérieur, c'est qu'on peut identifier certaines formations. Lorsque le membre est à l'appui, le grasset présente plusieurs reliefs. Et cette première dépression ici, c'est bien la rotule. Et cette rotule, elle est surmontée d'un muscle ici décontracté qui est encore le quadriceps fémoral. En bas de cette dépression, on trouve un coussinet graisseux, ici, qui est dépressible. Et ce coussinet atteint l'extrémité haute du tibia, qui est très dure, très osseuse, à cet endroit. Lorsqu'on met le membre en flexion, on a une morphologie totalement différente du grasset. Vous voyez que la rotule devient très saillante, l'extrémité supérieure du tibia devient également très saillante, et entre les deux, eh bien, les ligaments de la rotule sont très tendus, ce qui fait qu'ils sont légèrement en dépression à la face antérieure de la région. Sous l'articulation du grasset s'étend la région de la jambe, et cette jambe atteint la région du jarret qu'on étudiera ultérieurement. La jambe est une région assez étendue
elle est centrée sur le tibia. En arrière, son bord postérieur correspond à la corde du jarret qui commence au pli du jarret et qui se termine à la pointe du jarret. Son relief antérieur est plus ou moins bombé dans cette région, puis déprimé à cet endroit en raison de ligaments qui maintiennent les tendons de la jambe à la face antérieure de la région. Comme vous le voyez, c'est une région essentiellement musculaire avec des muscles extenseurs des phalanges à la face antérieure et des muscles fléchisseurs à la face postérieure. En arrière, on trouve deux régions rectilignes qui se réunissent au niveau de la pointe du jarret. Ici, la pointe du jarret est un petit peu pathologique puisque le cheval présente un petit capelet, comme vous le voyez. En haut de cette pointe du jarret, c'est la corde du jarret qui est limitée en avant par le creux du jarret. En arrière, eh bien, la pointe du jarret donne naissance au profil des tendons fléchisseurs et la dépression qu'on a ici, c'est la gouttière du jarret. Quand on examine le jarret par sa face antérieure, on voit très bien que la région n'est pas symétrique. En effet, le profil intérieur présente des reliefs plus ou moins marqués. Vous voyez que la face interne du tibia va présenter une saillie très marquée qui est normale, qu'il ne faut pas prendre pour une lésion. C'est ce qu'on appelle la malléole médiale du tibia. Et puis ensuite, le profil normal est légèrement déprimé, puis on a un nouveau relief normal qui se continue ensuite avec le canon. Plus distalement, plus en bas, on trouve cette formation cornée qui est la châtaigne, qui est toujours située en regard de la base du jarret. Enfin, plus en avant, on va trouver la face interne du tibia qui se termine à la malléole médiale. Les régions les plus basses du membre postérieur reproduisent la disposition des éléments décrits sur le membre antérieur. Je ne rappellerai que leur nomenclature. C'est ainsi que l'on va trouver à cet endroit la région du canon, dont les métacarpiens rudimentaires sont plus développés que sur le membre antérieur. En arrière, on trouve la région du tendon avec le ligament suspenseur du boulet qui se termine également sur les os grands sésamoïdes et les tendons proprement dits qui vont glisser à la face postérieure du boulet. Ces deux régions convergent encore une fois sur la région du boulet dont on voit ici le fanon. Sous le boulet s'étendent la région du pâturon, la région de la couronne qui fait encore le tour du pied et la région du pied dont la morphologie ressemble au pied antérieur à cette différence près que l'orientation de la pince est généralement plus verticale sur le postérieur que sur le membre antérieur. Alors les régions axiales qu'il nous reste maintenant à étudier sont réparties en plusieurs grands groupes. Tout en avant se situe donc la région de la tête qui se raccorde avec l'encolure au niveau de régions intermédiaires qui sont en haut la région de la nuque que l'on voit très bien ici avec l'aile de l'atlas qui apparaît lorsque le cheval se met en extension. En bas se trouve la région de la gorge dont on voit également les différents reliefs, en particulier des reliefs veineux qui apparaissent très nettement ici. Cette région de l'encolure elle-même est divisée en deux grandes parties, des régions cervicales dorsales et des régions cervicales ventrales. La région cervicale dorsale est constituée essentiellement de muscles. Ce sont les muscles cervico-dorsaux qui sont extenseurs de l'encolure, alors que les muscles cervico-ventraux sont plutôt fléchisseurs de l'encolure. Entre les deux, entre la région cervicale dorsale et la région cervicale ventrale, on trouve des régions cervicales moyennes qui sont centrées sur la colonne vertébrale. Alors cette colonne vertébrale, elle est relativement haute dorsalement, mais elle s'infléchit en bas pour devenir relativement ventralement, ici à la jonction avec les autres régions du tronc. Conclusion, la partie dorsale est essentiellement musculaire et le squelette de cette région de l'encolure est situé au tiers inférieur de la région.
tout à fait du côté inférieur ici de cette région, on trouve le sillon jugulaire ici et la région de la trachée. En fait, la région de la trachée, c'est une région musculaire formée par le muscle sternocéphalique qui commence donc ici à la jonction du poitrail et qui se porte sur le bord postérieur de la mandibule. Et ce muscle sternocéphalique, il limite une dépression qui est le sillon jugulaire dans lequel on voit ici, vous voyez, le courant sanguin de la veine jugulaire dans laquelle on pratique des injections intraveineuses. Pour mouvoir son corps à la surface du sol, le cheval déplace ses membres dans un certain ordre qui caractérise chaque allure et la différencie. On distingue les allures naturelles et les allures artificielles. On classe les allures de plusieurs façons. Les allures marchées, lorsqu'il y a toujours au moins un pied sur le sol, les allures sautées, s'il y a une ou plusieurs périodes de projection. Les membres se déplacent grâce aux muscles et se comportent comme des leviers. Leur action se transmet à la colonne vertébrale. Pour décrire ce jeu, on associe les membres par bipède. Le bipède antérieur, antérieur droit plus antérieur gauche. Le bipède postérieur, postérieur droit plus postérieur gauche. Le bipède latéral gauche, antérieur gauche plus postérieur gauche. Le bipède latéral droit, antérieur droit plus postérieur droit. Le bipède diagonal gauche, antérieur gauche plus postérieur droit. Et le bipède diagonal droit, antérieur droit plus postérieur gauche. Le pas est une allure marchée, symétrique, basculée à 4 temps égaux, dans laquelle les 4 membres arrivent successivement à l'appui en faisant entendre 4 battues équidistantes. L'encolure, par un mouvement de bascule de haut en bas et de léger balancement latéral, attire successivement les épaules en avant. Les membres se lèvent dans le même ordre que leur posée. La vitesse d'un cheval au pas moyen est de 110 mètres à la minute environ, ce qui représente 6 à 7 km à l'heure. Le pas calme le cheval et peut être maintenu très longtemps sans fatigue. Le trot est une allure symétrique, sautée à 2 temps égaux par bipèdes diagonaux. Le trot est la seule allure où le bout de devant reste naturellement fixe. Par ailleurs, l'étude de la locomotion montre que toutes les transitions d'allure s'effectuent à partir d'une base diagonale. Chaque battue est séparée de la suivante par une période de projection.
La vitesse moyenne d'un cheval au trot est de 240 mètres à la minute, ce qui représente 14 à 15 km/h. Le trot constitue sans conteste une allure clé dans la gymnastique du cheval, le cheval disposant au mieux de son équilibre. Le galop est une allure dissymétrique sautée à 3 temps, le troisième temps comprenant une période de projection. Au galop à gauche, le latéral gauche prend de l'avance sur le droit. Autrement dit, l'antérieur gauche est plus longtemps en avant que l'antérieur droit. La vitesse d'un cheval au galop peut aller jusqu'à 450 mètres à la minute, ce qui représente 25 à 30 km/h. Le galop présente l'avantage de faire travailler tout le dessus du cheval par flexion et extension alternée. Chaque cheval doit avoir une litière propre. Elle est constituée de paille ou éventuellement de tourbe et de copeaux. Propre et abondante, elle assure la santé et le confort du cheval, en l'isolant du froid et faisant un matelas élastique favorisant le repos. Son entretien doit être journalier et se fait de la façon suivante. On enlève les crottins au fur et à mesure et on remet de la paille fraîche sur le dessus en laissant la partie inférieure ou gâteau qui maintient la chaleur et absorbe les vapeurs se dégageant des urines. Une fois par semaine, l'ensemble de la litière est renouvelé, le sol est récuré et désinfecté avec soin. La mangeoire et l'abreuvoir doivent aussi être nettoyés régulièrement. Dans le trot interviennent les deux bipèdes diagonaux droit et gauche, successivement à l'appui et au soutien. Le trot dit enlevé permet de moins fatiguer le cavalier et aussi d'économiser sa monture. Au trot enlevé, le cavalier évite une réaction sur deux du cheval en se soulevant au-dessus de sa selle, grâce à un appui sur les étriers. Il se laisse soulever en cédant à la détente d'un bipède diagonal et se retrouve au fond de la selle au temps suivant. On note que lorsque le diagonal droit est à l'appui, le cavalier est assis dans sa selle. On dit qu'il trotte avec le diagonal droit, dont la détente va le soulever. En manège, pour des raisons d'équilibre, on trotte avec le diagonal extérieur. Ainsi, le cavalier est assis au moment du posé du postérieur interne. Ici, c'est le diagonal droit. Si le cavalier change de sens dans le manège, il changera donc de diagonale. Pour cela, il restera assis dans sa selle pendant 2 battues consécutives. En regardant le mouvement des épaules de son cheval, ou mieux en le sentant dans son assiette, le cavalier sait reconnaître avec quelle diagonale il s'accorde. Quand il est au fond de la selle, le cavalier repère l'épaule la plus avancée, c'est celle de son diagonale. À l'extérieur, il faut changer de diagonale pour raison de symétrie et pour ne pas toujours fatiguer le même diagonale.
La pratique régulière des principales figures de manège conféreront au cavalier une grande maîtrise et une extrême habileté dans la conduite du cheval, deux qualités indispensables avant de pratiquer le saut d'obstacle. Le galop est une allure à trois temps, sautée et dissymétrique, dans laquelle l'antérieur et le postérieur du côté du galop, c'est-à-dire le bipède latéral interne, prend de l'avance sur l'autre. On peut obliger le cheval à prendre le galop en le déséquilibrant, de la même manière qu'un homme marchant au pas et voulant aller de plus en plus vite au pas, finira par courir pour ne pas tomber quand il aura atteint la vitesse limite de son pas. Pour aider le cheval à partir au galop de cette façon, le cavalier doit trotter enlevé et mettre le cheval dans l'attitude qu'il prend naturellement pour galoper en liberté, c'est-à-dire la tête à l'extérieur, les hanches à l'intérieur. Pour partir au galop à droite, le cavalier appliquera donc les règles suivantes. Étant à main droite, se mettre au trot enlevé avec le diagonal droit, attirer vers la gauche le bout du nez du cheval par une action de rêne gauche, le cheval étant ainsi disposé, le pousser dans son trot avec les deux jambes jusqu'à ce qu'il tombe au galop. Ce départ peut être plus facilement obtenu sur le cercle ou dans un tournant. Il existe d'autres façons de partir au galop, nous les étudierons plus tard.